Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de haut niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Alors super, on se retrouve ensemble sur La Traversée. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur l'émission que nous avons fait avec Isabelle Andréani, la comédienne, auteure, metteur en scène. Et je reviens sur quelques-uns des messages qu'elle nous a délivrés. Et en fait, j'avais envie de prendre le temps de parler de créer, de la création, de ce qui nous permet d'exister, ce qui nous permet de nous exprimer. Donc c'est le fait que nous avons besoin de créer. Et cette énergie de création, qui est une énergie basse, qui correspond à l'énergie sexuelle, eh bien, c'est aussi ce lieu d'énergie dans lequel on va pouvoir développer notre sentiment de peser sur les choses, de créer des choses pour exister, pour laisser des traces. Et autrement dit, quand on essaie de développer l'artiste qui est en nous, quand on essaie de développer la partie artistique qui est en nous, en fait, c'est qu'on essaie de prendre en main, je ne pourrais pas dire autrement, prendre en main une partie de sa vie ou voir sa vie. Et souvent, je dis que ça commence par s'autoriser. Être l'auteur de sa vie, c'est s'autoriser à écrire les pages blanches que d'autres pourraient écrire à ma place. C'est de ne pas laisser justement un autre auteur me faire exister à travers sa plume. Et donc de cesser de se laisser manipuler par soi ou par d'autres, par d'anciens concepts, par des croyances, par des schémas que j'ai et qui sont qu'aujourd'hui je ne prends pas ma vie en main, je la laisse à d'autres. Et ça, c'est une quête qui m'anime, c'est une quête qui pourrait vous animer, non ? Est-ce que vous souhaitez être l'auteur de votre vie plutôt que d'être le comédien, l'acteur de la vie d'un autre? Et dans cet épisode, donc, je voudrais qu'on revienne sur l'utilité de l'artiste, parce qu'elle nous pose la question, à un moment donné, j'étais assez surpris de ça, qu'elle se dise, en fait, pour moi, je crois qu'elle nous dit un truc comme « j'ai besoin de me sentir utile ». Et je n'avais pas réfléchi qu'on pouvait se sentir inutile en étant artiste. Parce que pour moi, c'est tellement quelque chose de fondamental. C'est comme le luxe, c'est à la fois le superflu, mais en même temps, ce qui est superflu, c'est souvent ce qui est essentiel. La beauté, par exemple, le sens des choses, se sublimer pour, je dirais, dans le passé, on aurait dit pour Dieu ou pour quelque chose qui est plus grand que moi, mais tout simplement pour ce qui est essentiel, la quintessence des choses, le beau, le vrai, le bon, le juste. Donc dans cet épisode, je voudrais qu'on revienne un peu là-dessus sur l'artiste qui est en vous, l'artiste qui est en moi, comment on ose le développer. Et à quoi ça peut bien servir que de développer l'artiste qui est en soi. Alors souvent, il y a une confusion entre l'artiste et l'artisan. L'artisan, c'est celui qui essaie de bien faire les choses, et donc dans un artiste, il peut y avoir une capacité d'artisan. Dans chacun des entrepreneurs que nous sommes, ou de personnes qui ont envie d'entreprendre dans la vie, peu importe à quel titre, eh bien, il y a un artisan, celui qui veut essayer de mieux faire les choses. Et dans cette aptitude-là, il y a souvent recommencer et recommencer et recommencer. Et par moment, dans le recommencement perpétuel, il y a une routine qui peut s'installer, et pour certains d'entre nous, la routine est difficile. Alors qu'elle est aussi l'opportunité de mieux maîtriser ce que je fais, de passer en mode automatique un certain nombre de compétences, et au fur et à mesure de se centrer sur que ce qui est nouveau, ou que ce que j'ai besoin de vraiment de perfectionner ou de faire avec de la plus grande attention possible. Et pour moi, dans l'artiste, il y a ça, capable de nous délivrer, surtout si c'est un artiste de spectacle vivant, c'est-à-dire de choses qui se créent devant nous, eh bien, d'être présent
à l'œuvre, d'être présent au public, d'être présent à ce qui se joue, à mes partenaires, si je ne suis pas tout seul, et donc d'être dans cette œuvre qui se crée, qui est complètement éphémère, qui n'est que l'œuvre d'un soir, l'œuvre d'un moment, même si ensuite elle peut être gravée, photographiée, enregistrée et être entendue, revue, mais il n'empêche qu'il y a quelque chose d'un peu éphémère pour ceux qui étaient. D'ailleurs, en général, quand il y en a vu un spectacle qui a marqué, quand les gens vous parlent de l'enregistrement, ils disent « Mais moi, j'y étais !» C'était encore mieux, quoi. Et donc, il y a quelque chose de fort, de pouvoir dire que j'y étais. Ça prouve bien qu'à un moment donné, j'ai vécu quelque chose de particulier. Eh bien, c'est un peu ça, dans l'aventure humaine que chaque entrepreneur vit. Il y a quelque chose de j'y étais quand c'était un moment de partage fort. Et donc, ces moments de partage viennent en général de la relation forte que je peux avoir aux autres, de la relation forte que j'ai eue à l'exploit qui a été fait, que ce soit par moi ou par l'équipe ou par une partie de mon équipe, peu importe. Et pour moi, ça c'est... Il n'y a pas de doute à l'utilité de cela. Il n'y a pas de doute à l'utilité de développer sa créativité. Il n'y a pas de doute à l'idée qu'en chacun de nous, il y a un artiste. Alors après, tout le monde n'a pas envie de vivre une vie d'artiste qui est très différent ou à développer le sens artistique dans l'ensemble de son travail. Mais je me rappelle que 98% des enfants qui ont moins de 3 ans sont des hypercréatifs. 98% des enfants de moins de 3 ans sont des hypercréatifs et qu'après 17-18 ans ou à la sortie du système à la fois scolaire ou des systèmes éducatifs de base, on va appeler ça comme ça, eh bien moins de 3% sont des hypercréatifs. Et où sont passés le restant? Eh bien souvent dans la norme, donc dans le contrôle. Et pour retrouver sa créativité, il faut retrouver donc son côté enfant qui était libre de ces contraintes que nous nous imposons. Et une bonne partie des solutions que nous ne trouvons pas aujourd'hui sont dans l'incapacité à transgresser des règles, des normes, des choses qui nous paraissent comme immuables ou impensables, un peu comme ces phrases que l'on entend régulièrement qui sont « on a toujours fait comme ça ». Et c'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça qu'il faut continuer à faire des choses. Vous savez bien que ça amène pas obligatoirement les meilleures habitudes. Donc, premier point, c'est l'utilité de l'artiste qui est en nous, pour moi, est essentielle. Et je pense que dans ce podcast, vous voyez bien notre podcast, c'est important pour moi. Important dans le sens que c'est quelque chose qui va nous permettre d'utiliser une des facettes que peut-être certains entrepreneurs n'utilisent pas, peut-être que certains leaders n'utilisent pas, c'est d'oser utiliser la partie artistique. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est à voir avec la confiance. La confiance, l'humilité. L'humilité parce qu'en fait, tous les soirs, recommencer, tous les soirs, se préparer avec un rituel, et tout ça dans la confiance que ça va bien se passer. Prendre un risque sur scène tous les soirs, accepter de laisser un blanc pour que les gens rient et qu'ils ne rient pas. Donc accepter d'être vu, accepter d'être entendu, c'est pas toujours quelque chose de simple. Et puis évidemment on peut prendre du plaisir, on peut être cabot sur scène, mais on peut être aussi tout en... Et ça a pas de... C'est pas pour moi dysfonctionnant, c'est juste est-ce que c'est mon rôle, est-ce que ça fonctionne avec le public. Et l'humilité qu'il est nécessaire d'avoir pour être au service d'un texte, être au service d'un auteur, donc n'être qu'au service d'eux, pas dans le sens négatif du terme quand je dis n'être qu'au service d'eux, mais vraiment être au service de quelque chose qui me dépasse et accepter que je ne suis qu'un élément de cette œuvre et pas je suis tout, l'auteur, y compris quand je suis l'auteur, je ne suis pas toujours l'auteur de tout. Même si je peux avoir écrit le texte, pour autant, est-ce que tout vient de moi ? Et puis il peut y avoir des gens qui sont plus chefs d'orchestre, metteurs en scène, réalisateurs, et qui ont une fonction plus générique, ou plus générale, plus organisationnelle. Par général, je voulais dire comme le général d'armée, c'est lui qui organise. Mais pour autant, il y a chacun a sa fonction. Si on enlève une goutte d'eau de la mer, eh bien, ça n'a pas d'importance, semble-t-il. Mais à force d'enlever les gouttes d'eau, il n'y a plus de mer, il n'y a plus de vagues pour commencer. Et donc, c'est tous ces moments dans lesquels, en fait, il faut accepter d'être juste un élément et de le faire au mieux. Et au mieux, chaque jour, c'est juste suffisant. Et ça, pour moi, c'est aussi ça, être artiste. C'est oser penser qu'on peut être essentiel, tout en gardant l'humilité de sa place à ce moment-là, qui est de servir un texte, de servir un auteur.
Et je pense que dans l'entreprise ou dans beaucoup de situations de vie, je ne sais pas, si je suis dans mon rôle de parent comme dans mon rôle d'entrepreneur, eh bien, je suis aussi au service de ma communauté. Je suis au service de mes clients. Je suis au service de ma famille. Je suis au service, pas obligatoirement dans le sens de je leur dois quelque chose, mais c'est ce qui m'anime, c'est l'esprit des choses. Et c'est ma raison d'être au bout d'un moment ou dès le départ. Et par raison d'être, j'entends ce qui est essentiel, ce qui fait que j'existe en faisant ça, et, ou en vivant cela, ou en étant au service de cela. Et la raison d'être, pour moi, c'est toujours un point important de se reposer la question de c'est quoi ma raison d'être à titre personnel, c'est quoi ma raison d'être en tant qu'entreprise ou en tant qu'entrepreneur, c'est quoi ma raison d'être en tant que artiste ou en tant que sportif, c'est quoi ma raison d'être, et donc qu'est-ce que je propose. Et donc c'est pour ça qu'on verra qu'il y a des artistes qui se comportent comme des sportifs, ou des sportifs qui se comportent comme des artistes, et puis et d'autres qui se comportent autrement. Donc il y a plein de facettes dans chacun de nous, et elles ne sont pas opposées, elles sont à additionner, à ajouter. Et j'aime bien penser que on a en nous un artisan et on a en nous un artiste, et que par moments ils sont en opposition, par moments ils sont en soutien. À quel moment on pourrait être en opposition? C'est quand l'artisan ne veut pas grandir, parce qu'il veut tout contrôler, il veut être dans la minutie de tout, et donc il ne veut pas travailler à ce moment-là il pourrait rester en one-man show, ou travailler toujours tout seul, parce que ça devient compliqué, ou il faut que chacun soit complètement autonome et on ne peut pas interchanger nos rôles, donc l'interaction est faible. Et pour moi, ça pourrait être dommageable au travail collectif. Et donc, si par moment le travail est collectif, eh bien, l'artisan est intéressant au début, mais il est important qu'ensuite il fasse part, ou il laisse la place au manager dans une organisation, et puis qu'il reste aussi une capacité de leadership, c'est-à-dire de trouver, d'orienter, d'amener de nouvelles pistes, et d'être visionnaire. Et c'est des et, hein, on n'est pas dans des ou, mais par moments on a développé plus un aspect que l'autre. Et bien, si je reste dans le côté artiste, je pourrais dire, si je suis en même temps l'acteur, le metteur en scène et le directeur du théâtre, ça peut des fois être compliqué. Mais pourtant, ça peut être possible à certains moments. On voit beaucoup au cinéma d'acteurs donc, qui sont en même temps metteur en scène et puis producteur. Voilà, mais en fait, c'est pas toujours simple d'avoir plusieurs rôles, plusieurs casquettes, parce que ça demande de rester à sa place dans chacun de ces rôles-là, et des fois on peut en sortir. Ou bien il y a une confusion des genres. Je voulais aussi parler de l'écoute. L'écoute, ça m'a paru important qu'on discutait ensemble que pour pouvoir recommencer, il faut être à l'écoute de soi. Parce que sinon, je recommence tout et n'importe quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de recommencer? Qu'est-ce que j'ai besoin d'améliorer? Qu'est-ce que j'ai besoin de peaufiner? Comment je vais fonctionner avec les autres? Et je pense que l'écoute profonde, c'est pas quelque chose qui est facile en ce moment, dans ce monde. Je pense pas que ça a été facile un jour, j'en sais rien. Je vis dans cette époque-là, et dans cette époque-là, je trouve que il y a il y a un vrai ticket à l'impatience. Il y a beaucoup d'impatience, il y a beaucoup de... Voilà, ce qui compte, c'est le résultat, et même pas l'efficience. C'est-à-dire que l'efficacité est plus importante que l'efficience. On peut mettre beaucoup d'efforts, et beaucoup d'efforts inutiles pour arriver au même résultat. Je dirais que si j'étais en sport, un tir, un but, quoi. Et non pas 25 tirs, un but. Et donc, beaucoup d'inefficience dans tout ce qu'on fait. Ou peut-être qu'il faut continuer à aller à l'entraînement avant de faire des matchs. Et je pense qu'il y a beaucoup de situations dans l'entreprise dans lesquelles en fait les gens ne savent pas s'ils sont toujours plus ou moins en représentation, ils sont jamais à l'entraînement, et qu'il y a des moments dans lesquels il faut accepter que les gens prennent des risques et qu'ils ne réussissent pas, comme à l'entraînement, pour que quand ils sont en match, ils puissent se lâcher et être dans le meilleur d'eux-mêmes. Et il y a pas mal d'endroits où en fait je pense qu'on n'est jamais à l'entraînement, on est toujours en match.
Et donc, en conséquence, en match, on sait bien qu'une partie des personnes ne seront pas à l'aise, il y aura une pression trop forte, tout le monde n'est pas capable de donner le meilleur de soi en situation de match, surtout si on ne s'est pas assez entraîné. Et je pense que la notion d'écoute, elle va avec ça, de savoir justement si mes équipes sont prêtes. L'écoute, c'est aussi de savoir si les personnes qui sont autour de moi sont prêtes. Et comment je les aide à être prêtes. Comment j'écoute, je reformule, j'aiguille si nécessaire. Et souvent, le questionnement suffit. Sans chercher à faire autre chose que d'écouter. Ou ça, c'est vraiment toujours... Ça m'épate à quel point nous ne sommes pas, je me mets des fois dedans aussi, bien évidemment, capables d'écouter complètement. C'est-à-dire ne pas penser aux idées que l'autre fait naître en moi quand il parle. Et qu'après, j'ai envie de lui dire. Donc vraiment écouter. Ne pas écouter mes idées, les autres. Et si vraiment je ne peux pas m'en empêcher, je prends le temps de dire pardon, j'ai besoin de noter juste une idée qui me vient. Je voudrais juste être sûr de continuer à t'écouter. Je trouve ça génial. Vas-y, continue. Et rester présent à l'autre. Rester présent à l'autre. Et ça, c'est, je trouve que c'est rare aujourd'hui des moments de se sentir vraiment écouté. Sans que tout de suite, voilà, ça surenchérisse, ça rebondit, ça le mot à la mode. C'est, je vais rebondir sur ce que vient de dire machin. Mais non, il n'y a rien à rebondir. Dis ce que tu as à dire. Tu n'as pas à t'occuper de ce qu'il a dit. Et donc, sinon, tu réponds toujours à un autre. Donc, tu n'es jamais l'auteur de ce que tu penses, puisque tu es en réaction à autre chose. Donc, c'est plus important de parler de ce que tu avais prévu de dire au départ. Sinon, il y a peu d'intelligence dans le groupe. On parle que d'une idée. Et pour ça, je pense qu'un des points qui me paraît essentiel et qu'on peut trouver dans la fonction d'artiste, c'est celle d'écouter sa voix intérieure. Celle d'écouter sa voix intérieure pour rester en contact avec ce qui est juste pour soi-même. Qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi. Et là, ça peut nous amener sur des questions qui sont celles de l'intuition, on en avait déjà parlé, celles de l'instinct. Donc, à quel moment j'ose m'écouter vraiment? À quel moment je sens que là, ça fait trop? À quel moment je peux m'écouter pour me dire que je prends un risque qui est peut-être au-delà de ce qui est raisonnable? Ou à quel moment je prends aucun risque justement, et peut-être qu'il faudrait que j'en prenne un, qu'il faudrait que je sorte de ma zone de confort, peut-être sans aller obligatoirement dans une zone d'inconfort total, mais peut-être une zone d'audace dans laquelle je sens que je peux y aller, mais je n'ai pas encore le métier, le savoir-faire. Peut-être te demander de l'aide. Et pour moi, ça, c'est si j'apprends à m'écouter, j'apprends à créer un dialogue. Donc, il y avait cette écoute profonde que je disais avec les autres, mais en fait, avec soi-même, pour sentir à quel moment je peux me laisser guider par quelque chose en moi et qui est comme une petite voix intérieure. Et cette petite voix, je ne parle pas du critique, le critique que j'entends, et je ne l'entends pas de la même endroit. Souvent, d'ailleurs, si vous pouvez faire l'expérience, vous verrez que le critique, il vient à droite ou à gauche de vos oreilles, enfin... du côté gauche ou du côté droit, mais il vient toujours du même endroit. C'est une même voix. En général, elle n'est pas neutre non plus. Si on voulait l'analyser, souvent elle correspond à quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre école, avec lequel en fait, vous n'entretiez pas obligatoirement la meilleure des relations, mais en tout cas c'était celui qui était le plus critique. Et donc inconsciemment, c'est cette voix qui parle. Et c'est pas neutre, parce qu'en fait, vous vous y soumettez. Et c'est peut-être juste quand vous en aviez 10 ans, mais peut-être que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc apprendre à ne pas écouter cette voix critique, ou alors en tout cas entendre qu'elle est là pour vous mettre en garde, mais est-ce qu'il y a toujours que des risques à regarder? Et peut-être que la voix intérieure serait peut-être plus juste, et la voix intérieure, elle vient peut-être des fois des profondeurs de vous. Moi j'ai l'impression que des fois elle vient de l'intérieur, comme si elle passait à travers ma gorge. Pour d'autres, elle vient d'un autre endroit, derrière la tête, devant, enfin bref. Mais le but, c'est de prendre conscience d'où elle vient, parce que souvent, on a sa propre manière de s'exprimer, sa propre manière de trouver une solution. Et c'est dans cette capacité qu'on peut avoir là qu'il y a quelque chose de juste à prendre. Pour faire simple, en fait, pour comparer l'instinct et l'intuition, souvent je dis que l'instinct, c'est quelque chose qui est plus profond et qui vient à la fois d'anciens systèmes qui peuvent être innés, qui sont nés avec le temps dans l'évolution de l'humanité,
l'instinct de survie par exemple. Et puis deuxièmement, il y a aussi à l'intérieur de nous, en chacun de nous, des instincts qui sont nés de réflexes, de situations qui sont aussi liés à la survie par exemple, mais qui sont liés à un apprentissage, donc qui ne sont pas innés, mais qui sont peut-être faits dans un apprentissage très tôt et qui vont conditionner beaucoup de vos croyances, beaucoup de nos croyances. Donc si on prend Robinson Crusoe ou toutes les personnes qui se retrouvent dans les kits de survie, les Koh-Lanta & Co, ils sont dans des processus beaucoup d'instinct. Et quand on est dans l'intuition, c'est plutôt quand on est dans la déduction des choses, ressentir. Donc, je sais pas, je suis un recruteur, je sens que la personne ne va pas me convenir, même si sur le CV, elle a tout ce qu'il faut. Donc, c'est plus quelque chose de déductif. On est dans du Sherlock Holmes ou dans un personnage de ce type-là. Et en fait, des fois, on n'est pas toujours capable d'expliquer. Parce qu'une bonne partie de ce qu'on déduit vient du système inconscient. Donc oui, par moments ça revient et des fois j'ai l'expérience qui revient pour me dire pourquoi je dis que ça c'est pas bon pour moi ou pourquoi ça sent le cramer ou je ne sais quoi. Et donc je vais utiliser des sens, mes 5 sens, pour m'aider à prendre une décision. C'est pour ça que ça vient très très vite. Et on pense que le cerveau n'est pas utilisé, alors qu'en fait, il utilise les 5 sens, et donc il utilise le système mémoriel pour me dire que ça c'est juste, ça l'est pas, que ça sent pas bon, que ça il faut s'en méfier, que ça, au contraire, je peux y aller, que je sais pas pourquoi, mais ça semble pas bon, mais il faudrait quand même que j'essaye, donc il faut en gros que je reste vigilant, mais que c'est bon pour moi, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est le processus de l'intuition, ou c'est le processus de l'instinct que je dois mettre en œuvre pour faire mes choix. Alors j'aime bien finir par un conte, et aujourd'hui je voulais vous livrer le conte des 2 galets, et j'aime bien cette idée de conte pour faire passer des fois des messages. Alors on y va. Ça s'appelle les 2 galets. Il y a bien longtemps de cela, dans une petite ville italienne, un marchand eut le malheur de devoir une grosse somme à un usurier qui n'était pas spécialement sympathique. On pourrait même dire qu'en plus d'être antipathique, il n'était pas vraiment avenant. Et cet usurier était un homme âgé et il convoitait la fille du marchand. Il avait même envisagé d'effacer la dette, j'ai bien dit la dette totale, si le marchand lui accordait la main de sa fille. Et comme vous vous en doutez, le marchand n'avait pas du tout envie d'accepter ce deal. Il était même horrifié à cette idée. Horrifié à l'idée que lui puisse décider du destin de sa fille au travers d'une dette. Le vieil usurier, qui tenait à son marché, lui proposera le marché suivant. Il mettrait 2 cailloux, un noir et un blanc, dans un sac. Si la fille du marchand choisissait le caillou noir, elle deviendrait l'épouse de l'usurier. Et la dette de son père serait alors oubliée. En revanche, si elle saisissait le caillou blanc, elle ne serait pas obligée de se marier avec l'usurier et, de plus, la dette serait effacée. Caillou noir, caillou blanc. Par contre, si elle refusait de prendre un caillou, quel que soit le caillou, son père serait jeté en prison, toujours redevable de la dette. Ça, c'était moins sympa. Le jour en question, l'usurier arriva, il était sur un chemin parsemé de cailloux, et un chemin où il y avait une dominance de pierres noires et de galets de couleur plutôt foncée. Alors il se pencha pour ramasser des cailloux. Et alors qu'il ramassait les cailloux au hasard, la jeune fille au regard aiguisé remarqua qu'il n'avait choisi que des cailloux noirs, bien évidemment. Je vous rappelle, cailloux noirs, c'est quoi ? Eh bien, elle deviendrait l'épouse de l'usurier, bien évidemment. Il a choisi ce qu'il arrangeait et la dette de son père serait oubliée. Bon, c'est le deal que voulait pas le vieux marchand. Alors, au moment d'arriver vers le marchand, au moment d'arriver vers la jeune fille, il laissa retomber au sol, l'usurier, un certain nombre de cailloux et il en versa 2 seulement dans son sac. Il demanda à la jeune fille de plonger sa main dans le sac pour choisir un caillou.
Caillou blanc ou caillou noir? Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait à ce moment-là? Alors que vous savez que l'autre n'a mis que des cailloux foncés noirs, quoi. Si vous aviez dû la conseiller, que lui auriez-vous proposé de dire, de faire? Alors je vais vous donner quelques possibilités. Je vous en donne 3 qui viennent à l'esprit pour un esprit logique, on va dire. Premièrement, la jeune fille dénonce la supercherie. Elle a vu qu'il n'a mis que des cailloux noirs dans le sac, mais elle s'expose à quoi? À la fureur du prêteur sur gage. Deuxièmement, elle pourrait refuser de se plier au jeu, mais ça règle rien pour l'instant. Troisièmement, elle prend un caillou. Et sachant qu'il sera obligatoirement noir, elle se sacrifie pour sauver son père de sa dette ou de son emprisonnement. Une fois de plus, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Parce que le but de cette histoire, c'est de vous aider à mieux apprécier la différence qu'il y a entre la pensée latérale et la pensée logique. Les 3 possibilités que je viens de vous proposer, somme toute, sont assez logiques et relèvent justement de la pensée logique. Alors, voici ce que fit la jeune fille. Elle plongea sa main dans le sac et en tira un caillou. Et sans même regarder le caillou, elle le laissa tomber. Évidemment, au milieu des autres cailloux qui étaient de couleur foncée. Et elle dit « Oh, comme je suis maladroite !» Mais peu importe, de toute manière, nous allons regarder celui qui reste dans le sac et nous pourrons dire « celui que j'avais pris », proposa-t-elle. Elle sortit donc un caillou noir du sac et donc par conséquent, celui qu'elle avait pris devait être blanc. Et comme le prêteur n'osait pas avouer sa malhonnêteté et dire qu'il avait mis effectivement 2 cailloux noirs, alors la jeune fille réussit à changer la situation. D'une situation impossible, elle est devenue avantageuse. On peut toujours trouver une solution à la plupart des problèmes complexes, mais parfois, nous devons simplement y réfléchir de manière différente. Et oui, réfléchir de manière différente. Et vous, avez-vous plutôt tendance à réfléchir de manière logique ou à penser hors des sentiers battus? Voilà la question par laquelle je voulais finir. À bon entendeur, salut, à tout bientôt sur la traversée. Salut. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.